Alors, bonsoir tout le monde. On a des problèmes de micro, donc je vais juste vous demander, j'ai rien qui apparaît sur mon micro quand j'utilise le Rode ici. Donc, je vais faire un test avec vous. La dernière fois, ça a marché. Je vais faire un test avec vous. Dites-moi si vous m'entendez toujours avec le micro on. C'est oui ou c'est non? C'est comme un sur deux dit oui, l'autre dit non. Donc, ça, c'est le micro du Mac. Je m'excuse pour faire cette mise au point, là. J'ai fait un sound check, comme je fais toujours avant d'entrer en onde. Le micro ne fonctionnait pas. J'ai fermé mon truc, j'ai ouvert. J'ai fermé l'ordinateur, j'ai ouvert. Et là, oui. Et là, arrêtez les oui. Puis dites-moi non. Là, je vais remettre le micro ici, le micro du Rode. Arrêtez les oui. Puis là, écoutez bien. Dites-moi si c'est non. OK, le micro écoute. Bon. Fait que ça va être ça aujourd'hui. On va juste avoir le micro du Mac, mais je suis quand même habitué à la présence du micro devant moi, donc on va le laisser ça là. C'est dommage, on va devoir probablement changer de micro après 3-4 ans d'utilisation. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne sur la machine ici, c'est juste qu'il n'y a pas de feedback ou quelque chose comme ça. OK. Donc, on va peut-être faire ça un peu plus court aujourd'hui. J'ai eu malheureusement moins de temps pour me préparer pour ce web journal-ci. Comme vous le savez, ceux qui étaient sur Twitter, on a eu des problèmes de médias sociaux avec d'autres personnes et on a dû régler ça. Ça nous a consommé une partie de notre temps. On ne peut pas vraiment l'éviter. Des fois, ça arrive et puis mais on ne va pas rentrer là-dedans. Mais j'ai juste quelque chose à dire sur. Encore une fois, je vais vous donner mon interprétation de ce qui se passe avec Trump, notamment cette visite en Chine que tout le monde, les médias français nous présentent, les médias en général, plus la dissidence française nous présentent comme un échec absolu. Genre, Trump est allé là-bas en position de faiblesse et s'est cassé la gueule essentiellement. Xi lui a manqué de respect et tout et tout. Or, bon, en tout cas, c'est comme encore une fois qu'on dit que Trump s'est planté en Iran avec la fermeture du détroit d'Ormuz. On va voir que c'est complètement ridicule. Si vous suivez d'autres comptes que ceux de la dissidence française ou des médias en général, les deux sont alignés. Hein. Il y a comme une espèce de, c'est l'alliance, c'est pas l'alliance Trump-Xi, c'est pas l'alliance Trump-Poutine, c'est l'alliance de la dissidence française et des médias anti-Trump. Et donc, si vous suivez autre chose que ça, vous voyez que Trump est en train de reconfigurer complètement la carte du monde. C'est ça, il y a les deux bras dans le cambouis et il est en train de réorganiser toutes les relations internationales. Il est en train de réorganiser toute comment dire, la structure du commerce du pétrole international et il est surtout en train, c'est le thème en fait, le thème principal de sa politique étrangère depuis son arrivée en 2015 sur la scène politique, c'est d'éviter le déclin des États-Unis. Et là, Xi a fait référence à ça aujourd'hui, je veux dire, lors de sa visite, c'est-à-dire que on sait que l'Empire américain était surétendu. Hein, je vais arriver à ça, là, mais c'est que et Trump l'a dit dans plusieurs entrevues à la fin des années 90, au début des années 2000, avant de se lancer en politique, il le disait partout. On est en train de se faire avoir sur les deals, les ententes commerciales. On se fait voler sur les ententes commerciales internationales. Alors, il veut régler ça. Il y a un déficit de la balance commerciale des États-Unis. Les ententes commerciales internationales ne sont pas à l'avantage des États-Unis. Les États-Unis sont surétendus stratégiquement avec des bases partout qui leur coûtent des centaines de milliards de dollars. Et qu'est-ce que Trump fait? Trump, je l'ai déjà expliqué ça de toute façon dans les web journaux à Radio-Québec, Trump essaie d'éviter le supposé déclin inévitable des États-Unis. Okay? Donc, notamment en réglant toute la question du déficit commercial,
et en ramenant les troupes à la maison. C'est ça, hein, America First, c'est-à-dire on se concentre sur la construction des États-Unis au lieu d'aller construire des pays comme l'Irak, etc., aller faire du nation building ailleurs dans le monde, alors que nos infrastructures tombent en ruine. Ça a toujours été ça, Trump. Donc, Trump, l'objectif de Trump, c'est Make America Great Again, rendre sa grandeur à l'Amérique, c'est éviter le déclin. Et Xi a fait un clin d'œil à ça, justement, en disant qu'il voulait éviter le piège de Thucydide. Et le piège de Thucydide, ben on va y arriver, là. Je veux pas, encore une fois, je vends la mèche avant d'y arriver. Mais le piège de Thucydide, c'est un livre qui a été écrit par un politologue américain qui explique de quelle façon, finalement, lors de la guerre du Péloponnèse entre Athènes et Sparte, hein, c'est l'emblématique, c'est-à-dire que le symbolisme de ça, c'est que Athènes était la puissance déclinante de l'époque, alors que Sparte montait. Et il y a eu un clash entre Sparte et Athènes, et ça a duré quelque chose comme 20 ans, cette guerre-là. Athènes a été encerclée, les Spartiates ont brûlé les champs de blé autour, il y a eu des famines et des épidémies à Athènes qui ne recevaient que leur ravitaillement par la mer, avec des alliances avec d'autres cités-États. Et finalement, Athènes a perdu. Et donc, c'est le piège de Thucydide, c'est comme un peu le piège d'Athènes, c'est-à-dire que les puissances, et c'est comme ça en relations internationales, c'est naissance et déclin des grandes puissances, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les grandes puissances, les empires naissent et finalement déclinent, et il y a une logique à la naissance et au déclin des grands empires. Et c'est par exemple Rome ou par exemple l'Empire ottoman, etc. Les empires deviennent surétendus. Stratégiquement, ils sont plus capables de payer les troupes, et ils ont des problèmes de cohésion interne et finalement s'effondrent de l'intérieur. OK? Et donc, ce que Xi a dit finalement, et là, il y a comme des personnes partout là, dans les médias, et Asselineau et d'autres personnes dans la dissidence qui disaient que Xi s'est moqué de Trump. Non, ce que Xi a dit, c'est qu'il fallait éviter le piège de Thucydide afin d'éviter le clash États-Unis-Chine et d'avoir un jeu à somme positive. C'est-à-dire que finalement, au lieu d'avoir un clash entre une puissance déclinante, les États-Unis, que Trump essaie de sauver, hein, tout ce qu'il fait, c'est essayer de sauver, d'éviter l'engrenage du déclin. Et donc, tout ce que Xi disait finalement, c'est d'éviter ce clash-là, et au lieu d'avoir un clash entre une puissance déclinante et une puissance émergente, comme on a vu partout dans l'histoire des relations internationales, ce que Xi dit, éviter le piège du Thucydide, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un clash, on peut avoir un jeu à somme positive, et d'avoir un jeu à somme positive, avoir du commerce au lieu d'un conflit entre les deux nations. C'est ça, éviter le piège de Thucydide. C'est pas une claque à Trump, c'est pas genre mesquin ou malentendu. Au contraire, il lève son verre, et c'est l'âge d'or. C'est-à-dire qu'on va faire du commerce au lieu de clasher. C'est ça! C'est ça qu'il dit. J'espère que vous comprenez. Voilà, donc, on va sortir. Voilà. Donc, ça, on va parler aussi de ce qui se passe en Angleterre, parce que ce qui se passe en Angleterre, c'est un peu le résultat de... Il y a Starmer qui considère démissionner finalement. Ça fait un bout que les gens disent qu'on essaie de le pousser à la porte, etc. Il est extrêmement impopulaire en Angleterre. Je pense qu'il est dans les 9% d'appui ou quelque chose comme ça. C'est une catastrophe ambulante. Les membres de son gouvernement démissionnent pour faire pression sur lui. Il s'accroche. Et là, hier, il y a eu cette manifestation gigantesque de dizaines de milliers de personnes, peut-être de centaines de milliers de personnes à Londres. Et là, il considère, avec toutes les démissions, le fait qu'il ait perdu les municipales, il considère maintenant démissionner. Et ça, la démission de Starmer, qui est un pion mondialiste, c'est un peu comme le Macron. Il est pire que Macron, en fait. Il est encore plus woke que Macron. Là. Il couvre des gangs de viols. C'est épouvantable. Là. On en a parlé à Radio-Québec. Et il s'accrochait au pouvoir. Et c'est le résultat d'une entreprise de révolution colorée, essentiellement. Là. Initié par Trump dès son arrivée au pouvoir, qui s'est joué sur les médias sociaux avec volonté de l'Angleterre de censurer les États-Unis, qui disaient non, si vous censurez, on
met un terme au deal, et puis, tu sais, cette espèce de partie de bras de fer en Europe, là, en Europe de l'Ouest, en Allemagne, en France et en Angleterre, surtout en Espagne, au sujet de la censure, parce que, je l'ai déjà expliqué, la seule façon que les mondialistes ont pour se maintenir en poste, c'est en utilisant une censure, plus les tribunaux pour écraser leur population. Les tribunaux corrompus, là, ce que j'avais appelé le dernier bastion dans un web journal, là, les procédures judiciaires abusives, plus la censure pour se maintenir au pouvoir. Et donc, quand il y a une liberté d'expression sur les réseaux sociaux, ça mène à des manifestations comme ça, les gens en ont assez et ça mène à quelque chose, ça ressemble à une révolution colorée. Je ne sais pas si vous me suivez là-dessus, avec Tommy Robinson, etc., etc. Oui, il y en avait d'autres. Et donc, on va voir ça tout à l'heure. Donc, entendre Trump-Chi, le piège de Thucydide, il y a aussi le témoignage de ce lanceur d'alerte concernant Fauci, qui intervient juste après le délai pour ces accusations pour avoir menti au Congrès. Tu sais, c'était le 11 mai dernier, puis là, 3 jours plus tard, mais il n'a pas été accusé pour avoir menti au Congrès, puis là, il ne va rien se passer, etc. Puis là, 3 jours plus tard, ce lanceur d'alerte-là de la CIA sort du placard et arrive avec des nouveaux éléments d'information. Et là, le département de justice considère ouvrir une nouvelle enquête contre Fauci. Donc, c'est exactement comme avec le rapport Durham. Avec le rapport Durham, rappelez-vous, le rapport Durham est arrivé un petit peu en queue de poisson. Il a laissé ça un peu ouvert. Finalement, il n'y avait pas d'accusation. Là, tout le monde dit c'est terminé, c'est terminé. Jusqu'à temps que Tulsi Gabbard arrive. Ben, Trump disait que c'était pas terminé. Hein? Puis Tulsi Gabbard est arrivé puis a dit on a trouvé d'autres documents. Puis là, l'été dernier, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a sorti les documents et qui montraient sans aucune équivoque que Barack Obama est impliqué dans un coup séditieux contre l'administration Trump. Et donc, c'est un peu le même pattern avec Fauci, c'est-à-dire qu'après le délai de prescription, après le rapport Durham, il y a des nouveaux éléments d'information qui arrivent et une rouverture de l'enquête. Donc, il pensait être sorti du bois, mais ce n'est pas du tout le cas. Allons-y. Donc, ça, c'est pour le topo en général. Est-ce que le son est potable de toute façon? Est-ce que c'est le son de l'ordinateur? Je vais m'acheter un nouveau micro, c'est dommage, mais c'est ça. Et donc, j'avais un bon système, ça fait chier, là. Mais donc, l'entente Trump-Chi, ça fait longtemps que j'explique les relations, les bonnes relations, ça fonctionne, c'est potable. OK, merci. OK, ça dépend, je pense, ça dépend si on est sur un cellulaire ou si on est à la télévision. Il y a des gens qui m'écoutent à la télévision. Et donc, 10-4. OK. Donc, j'ai expliqué, ça fait longtemps que Trump a d'excellentes relations avec Xi et qu'il y a un respect absolu entre les deux, malgré des différends commerciaux ou stratégiques. OK? On a expliqué tout ça, notamment le fait que Xi a été le premier, en fait, ça fait des... j'ai oublié de regarder, mais Trump a été le premier président à inviter, c'est une mauvaise photo, là, à inviter Xi Jinping aux États-Unis. Et donc, il a été reçu en grande pompe à Mar-a-Lago. Je pense que c'était en 2018 ou en 2019, je ne me rappelle plus, j'aurais dû vérifier avant de... Et ça, c'était suite à l'invitation de Xi Jinping à Trump lors de sa visite en Chine en 2017, et Trump avait été le premier, c'est un honneur qui n'avait été accordé à aucun président, aucun chef d'État. Il avait été le premier président à être invité à la Cité interdite, à manger, à dîner à la Cité interdite, dans les palais, dans le palais impérial, etc., etc. Vous l'avez ici, Trump avec Xi à Mar-a-Lago. Et donc, il y a cette espèce d'échange de cordialité entre les deux. C'était la même chose cette fois-ci. Xi Jinping l'a invité dans les jardins secrets de Zhongnanhai avec des arbres multicentenaires. Et dans le clip ici, Trump demande « Est-ce que vous invitez d'autres personnes dans ces jardins secrets-là? » Et Xi Jinping dit « Non, je n'invite jamais personne. » Donc, on donne à Trump le traitement royal, les honneurs, etc., etc. Et Xi a même dit qu'il allait envoyer des roses de ce jardin secret-là aux États-Unis pour le jardin présidentiel dans la Maison-Blanche. Et donc, ce que je veux dire, c'est ça, c'est qu'il y a comme cette espèce d'échange
d'égard entre les deux chefs d'État qui se respectent. Trump a eu un traitement tapis rouge, contrairement à Obama. La Chine n'est pas le premier pays à flatter Trump pour gagner son cœur. Ça a été une réception, c'est ça, tapis rouge avec des drapeaux et tout ça. Donc, contrairement à Obama, qui avait été reçu essentiellement par des bureaucrates, sans aucun drapeau, sans rien, là. Donc, Trump est accueilli en grande pompe en Chine. C'est ça, et là, évidemment, il crache dans la soupe, mais ses précédents voyages à Pékin montrent que les fastes ont leurs limites. Oui, le fast a sa limite parce qu'il est là pour négocier, et il peut négocier, donc quand tu négocies serré. J'avais expliqué de quelle façon il y a, ça c'était, je pense, en 2020, l'entente Trump-Xi, que vous pouvez retrouver sur Odyssée. J'avais expliqué de quelle façon, je ne peux pas, encore une fois, c'est comme la plupart des explications de Radio-Québec, ça ne s'explique pas en 2 minutes. L'entente Trump-Xi, stratégique Trump-Xi ne s'explique pas en 2 minutes. Il faut vraiment écouter tous les arguments. Il faudrait peut-être que je le refasse éventuellement. J'en avais refait une version, je pense, en 2022 ou quelque chose comme ça, où j'expliquais que, en fait, Xi avait sauvé Trump sur la COVID. Xi avait fait faux bond à l'état profond au sujet de la COVID. La COVID, c'était un virus qui était censé partir de Chine et atteindre l'Occident, surtout les États-Unis, ce qui allait permettre de déclencher un système pandémique avec Anthony Fauci, qu'on accuse maintenant d'avoir caché les origines de Wuhan. Là. Déclencher un système pandémique, fermer complètement le pays, fermer les frontières, fermer l'économie, permettre le vote par la poste et toutes sortes de mesures spéciales pour empêcher Trump de se représenter pour un 2e mandat. Or, ce virus-là était censé être réellement, il était censé nous amener vers l'identité numérique, les zones de couleurs, les villes 15 minutes, le nouveau monde, là, avec des tests à tous les 6 mois, le booster que tu dois. Sauf que ils ont été pris de court. J'ai déjà expliqué ça à plusieurs reprises. Pour ceux qui arrivent, c'est long, là. Le fait est que c'était censé être un vrai virus qui sortait. Et ce qu'on voyait au début de 2020, je réexplique tout ça là, en 5 minutes, les gens, comme avec Connie la dernière fois, il y a des gens qui ont mal compris, là, puis qui ont comme, ah là, cette fois-ci, c'est trop, Alexis. Comme en 2020, quand j'expliquais que le virus, c'était juste une grippe, les gens m'ont dit, ils m'ont tout lâché. Ah, si, Alexis, là, cette fois-ci, t'exagères. Comme quand j'ai expliqué qu'il y avait un système de continuité de gouvernement début 2021, les gens ont dit « Ah, Alexis, tu t'exagères », puis ont claqué la porte. Comme ça arrive souvent à Radio-Québec, on explique des trucs, les gens disent « T'exagères », puis sont juste... Et puis finalement, avec le temps, 2-3 ans plus tard, ça commence à faire du sens. Donc, c'est la même chose avec ça. Ce qu'on voyait, les vidéos qu'on voyait sortir de la Chine, je ne peux pas vous refaire tout le web journal, les vidéos qu'on voyait sortir de la Chine, c'était des trucs où les gens tombaient morts sur la rue comme ça. Rappelez-vous, il y avait des cadavres dans les rues et on filmait des gens tombés et des gens en hazmat suit là, qui désinfectaient tout. Et c'était ce qui est sorti de la Chine en termes de production audiovisuelle, c'était un virus à 3,5% de taux de mortalité, peut-être même plus. Et les pays occidentaux ont gardé leurs frontières ouvertes, ont laissé les vols chinois rentrer au pays et s'attendaient à un virus très, très, très virulent. Or, qu'est-ce qui est réellement sorti de la Chine? C'est une grippe. Ça n'avait rien à voir avec les vidéos qu'on voyait ici, etc. Et ça, c'est un coup magistral de Xi. C'est Xi qui fait faux bond à l'État profond international. L'État profond international qui voulait une vraie pandémie pour... Je m'excuse, j'ai un petit truc ici, une coupure. Là. L'État profond international qui voulait une réelle pandémie pour instaurer les mesures, pour que les gens aient réellement peur, qu'il y ait des gens qui meurent dans la rue, etc. Et donc, ça facilitait la suspension des libertés. Or, ils ont eu une grippe. Ce qui est sorti de la Chine, c'est pas le virus que Xi nous montrait, parce que c'est très difficile de faire sortir des images de la Chine sans un contrôle du Parti communiste, et c'est un goulag digital essentiellement. Et finalement, il n'y a rien de toutes ces vidéos-là, il n'y a rien de ça qui était vrai. Il n'y a rien de ces vidéos-là, des gens, c'était juste une grippe. Et là, ils ont dû commencer à... Et Trump l'a dit, c'est juste une grippe.
Et là, ils ont commencé à falsifier les chiffres, à faire, à les classer COVID, même s'ils sont morts d'autre cause, parce qu'ils n'avaient pas leur pandémie qu'ils étaient censés avoir, que la Chine avait montré. Et donc, ça, c'est l'entente Trump-Xi. Encore une fois, je ne peux pas expliquer ça en 5 minutes. Ça prend un web journal complet avec des captures d'écran, avec des explications logiques. Sinon, les gens vont décrocher, encore une fois, comme d'habitude à Radio-Québec. Mais par la suite, donc, ce que je veux dire, c'est que Trump a fort probablement été averti par Xi. En fait, c'est le thème ici. Il a été averti par Xi de cette trahison de l'État profond, notamment de Justin Trudeau, de l'objectif de cette pandémie-là. Et donc, en contrepartie, Trump a aussi signé des ententes avec les talibans pour le retrait d'Afghanistan. Il a essentiellement donné l'Afghanistan à la Chine parce que ceux qui sont rentrés en Chine, quand les Américains sont sortis, ceux qui sont rentrés en Chine, en Afghanistan, ce sont les Chinois. L'Afghanistan, c'est un des pays les plus stratégiques en Asie. C'est une forteresse naturelle au milieu, je pense que ça touche à 7, 8, 9 pays, des frontières communes avec 7, 8, 9 pays, et peut-être, en tout cas, je ne sais pas exactement, beaucoup de pays. Et c'est une position élevée en termes de stratégie. En termes stratégiques, c'est une forteresse et avec un contrôle des terres avoisinantes et riche en minéraux, avec aussi comment on pourrait dire, une capacité de projection de la force, notamment sur la route de la soie avec la Chine. Donc, c'est un peu comme un échange de bons procédés. Les États-Unis Trump se retire d'Afghanistan, laisse ça à la Chine. Dans la reconfiguration des rapports géopolitiques mondiaux, on voit que ça a du sens. Les États-Unis se retirent, se concentrent sur la reconstruction des États-Unis, mettre un terme à la surextension stratégique qui mène au déclin des grandes puissances, ramène les troupes à la maison, fait un cadeau à Xi. Xi a fait un cadeau à Trump avec la pandémie. Et donc, il y a cette espèce d'échange de bons procédés entre les deux depuis un certain temps. C'est ce que j'essaie d'expliquer. Et ça a continué cette fois-ci. Maintenant, je ne pense pas que ce qu'on a entendu quelques annonces. On a entendu... Oui, ça se rend jusqu'à l'Ukraine, la route de la soie. Ben oui, la route de la soie, c'est comme les conquêtes de Gengis Khan, c'est l'Empire mongol. Ça se rend, c'est ça, ça se rend de Shanghai jusqu'à Varsovie. Hein, c'est essentiellement ça. Et donc, tout ça pour dire que, encore une fois, l'essentiel des discussions nous échappe probablement. Il y a eu quelques annonces, parce que tu dois annoncer, il a amené avec lui les géants de la technologie, Apple, Elon Musk, etc., Nvidia et tout, là, pour faire du commerce, parce que c'est ça le truc. Éviter le piège de Thucydide, c'est éviter un clash militaire entre les grandes puissances qui mène au déclin de l'une et à l'émergence de l'autre, et avoir un jeu à somme positive. Et tout de suite après la rencontre avec Trump, il y a Poutine qui se pointe en Chine lui aussi. Donc, quelques jours après le sommet de Trump à Pékin, Poutine rencontrera le président chinois. Vous voyez, c'est comme les portes coulissantes, là. Et ils sont en train de s'entendre sur un certain nombre de choses, sur le partage du monde. C'est un Yalta, mais sans photo. Poutine attendu à Pékin immédiatement après Trump. Donc, mais c'est pour ça que je dis que la teneur des discussions nous échappe probablement. OK? Cependant, il a annoncé que la Chine allait annoncer, je m'excuse, je suis stressé à cause quand j'ai un problème technique, ça commence comme ça, là. Il a annoncé que la Chine allait acheter du pétrole américain, des céréales et des avions Boeing. Donc, accord entre Trump et Xi pourrait relancer les exportations énergétiques américaines vers la Chine. Et là, ici, Trump affirme que la Chine a accepté d'acheter du soya, de l'énergie et des avions Boeing. La Chine va acheter du pétrole américain pour satisfaire son appétit insatiable, a déclaré Donald Trump, nous dit CNBC. Donc, et en plus de ça, Xi a promis de ne pas envoyer d'équipements militaires à l'Iran. Et ça nous fait rebondir sur l'Iran. Donc, les États-Unis vendent du pétrole à la Chine. Et là, regardez le grand jeu. Regardez le jeu. Je dépasse un peu Promethean Action. Je vous suggère encore une fois d'aller écouter son émission du 13 avril. Elle est excellente. Elle explique de quelle façon le blocage du détroit d'Ormuz
met en échec la Grande-Bretagne. Elle est encore une fois excellente et elle tape dans le mille là-dedans, mais c'est plus que ça. C'est-à-dire que, moi, j'élargis ça un peu. Regardez l'ensemble de ce que Trump a fait. En commençant par, parce qu'il y a un ordre à tout ça, avec le Venezuela. Donc, tu rentres au Venezuela, tu t'entends avec le nouveau gouvernement, tu retires Maduro qui va venir témoigner probablement dans des procès sur le vol de l'élection avec les machines Smartmatic, etc. Il est probablement dans une villa avec sa femme en train de siroter un martini, là. Un peu comme Julian Assange. Rappelez-vous, quand on parlait de Julian Assange, les gens disaient « Non, Alexis, il est en train de mourir dans la prison de Belmarsh. » Non, 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 pas du tout. Là, il était sous protection américaine, et puis probablement dans un safe house, etc., etc. On a expliqué ça, on ne reviendra pas là-dessus, mais c'est probablement la même chose avec Maduro. Il est sous Et donc, tu revitalises les relations américano-vénézuéliennes au sujet du pétrole, tu redonnes des droits d'exportation, des droits de forage aux compagnies américaines. Finalement, bref, étant donné que les États-Unis ont quitté l'Afghanistan parce que c'est dans la zone d'influence de la Chine, on se partage le monde, là. Étant donné que les États-Unis ont quitté l'Afghanistan, la Russie et la Chine ont laissé le Venezuela, qui maintenant exporte vers les États-Unis. Donc, les compagnies américaines prennent le crude, le pétrole brut vénézuélien, le raffinent aux États-Unis et ont du pétrole à vendre. C'est les compagnies américaines qui en bénéficient. Donc, ils ont du pétrole, les États-Unis ont du pétrole à vendre. Trump a libéralisé l'export, comment je pourrais dire, c'est quoi le mot, là? La prospection pour le pétrole a fait exploser la production pétrolière américaine, on pourrait dire, entre guillemets, acquis le pétrole vénézuélien. Et là, ils ont du pétrole à vendre. Et donc, ils ont du pétrole à vendre, comprenez-vous? Ils ont beaucoup de pétrole à vendre, ils ont le pétrole vénézuélien, etc. Et donc, à quoi sert le blocage du détroit d'Ormuz? Pensez-y rapidement, là. Ben, c'est que les Iraniens ne vendront pas leur pétrole et c'est les Américains qui vont vendre leur pétrole. Ils ont maintenant un surplus avec le Venezuela. Et là, ils peuvent vendre. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit partout les exportations de pétrole américain atteignent des niveaux records. La fermeture du détroit d'Ormuz redessinant la donne commerciale. Comprenez-vous un peu pourquoi la fermeture du détroit d'Ormuz avantage tellement les États-Unis? C'est pas juste, comme le disent le Kokinda, qu'il met en échec la Grande-Bretagne qui contrôlait le détroit d'Ormuz avec l'État profond iranien, plus Lloyd's of London pour le fait d'assurer les bateaux et tout ça. C'est vrai, tout ça, c'est vrai. Mais c'est le blocage du détroit d'Ormuz permet aux États-Unis parce que les gens s'approvisionnaient là, et là, ça permet aux États-Unis d'exporter eux-mêmes. C'est pas du tout un échec, là, vous comprenez? Les exportations de pétrole américain explosent, et ça ici, c'est, voilà, les exportations américaines de carburant atteignent un niveau record, alors que la crise d'Ormuz redessine les flux énergétiques mondiaux. Les gens vont s'approvisionner, au lieu de s'approvisionner dans le détroit d'Ormuz, les pays du détroit d'Ormuz, l'Iran, etc. L'Iran ne vend pas son pétrole, là. Ils vont s'approvisionner aux États-Unis. Alors, pensez-y rapidement, là, les gens qui pensent que Trump fait une erreur, puis c'est la catastrophe, etc. Admettons que ton boulanger ferme. Là, ça fait 20 ans, ça fait 50 ans que tu achètes ton pain au même boulanger là, à 3 coins de rue de chez toi. Et là, il ferme pour des rénovations et tu ne sais pas quand est-ce qu'il va réouvrir. Là, ça fait 2 mois qu'il est fermé. Où tu vas l'acheter ton pain? Tu vas l'acheter ailleurs. Tu vas l'acheter à une autre boulangerie. Puis si tu passes assez de temps à acheter ton pain dans cette nouvelle boulangerie-là, quand l'autre rouvre ses portes, bien, ça se peut que tu aies changé tes habitudes et que tu restes à cet endroit-là. On comprend un peu l'offre et la demande, là? C'est ce que Trump fait. Trump ferme la boulangerie où les gens achetaient leur pain depuis 20 ans, depuis 50 ans, depuis un siècle, là, et dit, il y a une nouvelle boutique qui est ouverte, et c'est les États-Unis. Et c'est les États-Unis qui vendent leur pétrole. Et ils vendent maintenant à des niveaux records. Les exportations américaines de carburant atteignent un niveau record alors que la crise d'Ormuz redessine. Ça redessine les flux. Donc, les gens, au lieu de...
ça fait 3 fois que je le répète, au lieu d'acheter leur pétrole à l'Iran, les habitudes de consommation sont en train de changer. Et là, tout le monde va acheter son pétrole aux Américains et aux Russes. Il y a comme, on remodèle la carte de la demande, de l'offre et de la demande du pétrole mondial. OK? Donc, est-ce que ça avance la fermeture du détroit? Pourquoi Trump garde le détroit d'Ormuz fermé? Parce qu'il vend son pétrole. OK? Voilà, donc c'est ça. Donc, pensez-y, ça c'est ce que, encore une fois, la dissidence européenne est incapable de comprendre, que tu fais en premier le Venezuela pour avoir accès à des surplus de pétrole, puis être gonflé à bloc de pétrole pour pouvoir en vendre, puis après ça, tu fermes le détroit d'Ormuz, puis tu vends partout, puis tu reconfigures les flux énergétiques mondiaux. C'est du génie, mais ils ne sont pas capables de comprendre ça. OK? Donc, encore une fois, ça n'embête absolument pas Xi qui dit qu'il va acheter du pétrole américain. Hein? La Chine a accepté d'acheter du pétrole américain et ne vendra pas d'armes à l'Iran. Et en contrepartie, Trump a affirmé qu'il allait, il abandonne un peu Taïwan, c'est-à-dire qu'il a dit aux fabricants de superconducteurs de venir s'établir aux États-Unis et il a dit aussi qu'il n'allait probablement pas défendre Taïwan si Taïwan faisait une déclaration unilatérale d'indépendance. OK? Et les gens qui disent « Tu parais plus jeune », mais je ne parais pas plus jeune, en fait, je perds mes cheveux, c'est comme épouvantable. Là, genre, je dois comme placer mes cheveux comme ça, là, genre avant chaque web journaux. Un cheveu à la fois pour... OK, et donc c'est ça. Et donc, encore une fois, c'est du génie en relations internationales. Les gens qui pensent que, il a fait une erreur au Venezuela, puis après il a fait une autre erreur au détroit d'Ormuz, etc., etc. Ouais, donc, ce que Trump il est en train de reconfigurer complètement le monde en rendant aux États-Unis sa grandeur, en ramenant les troupes. Comment tu le fais? Tu le fais en laissant la Chine, la Russie et les États-Unis comme c'est un monde tripolaire maintenant, avec chacun sa zone d'influence qui empêche les conflits. La Russie et la Chine ont évacué le Venezuela et Cuba. Trump a évacué l'Afghanistan puis il va laisser Taïwan, etc., etc. L'Ukraine, ils vont laisser l'Ukraine aussi. Là, il a affirmé, et Trump et Poutine ont dit les deux que la guerre d'Ukraine était sur le point de se terminer, ou allait se terminer rapidement. Tout ça, cette reconfiguration du monde-là permet d'éviter le déclin et va faire en sorte que les États-Unis vont pouvoir se concentrer sur la reconstruction du pays au lieu d'être surétendus et de sombrer dans le déclin. C'est ça le piège de Thucydide. Donc, c'est ça ici, destiné à la guerre, comment les États-Unis et la Chine peuvent éviter le piège de Thucydide. C'est à ça que Xi faisait référence. Ça vient de Graham Allison ici. Voilà, donc la guerre du Péloponnèse. Ça, c'est un des premiers textes qu'on étudie en relations internationales. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé relations internationales à l'UQAM, je pense que le premier livre, genre Relations internationales 101, c'était la guerre du Péloponnèse de Thucydide. C'est un général athénien qui a vécu la guerre du Péloponnèse et qui l'a décrite et puis qui parle des différentes stratégies. Donc, et ça ici, vous avez aussi un autre livre, un incontournable en relations internationales qui s'appelle La montée et le déclin des grandes puissances de Paul Kennedy. Donc, ça qui explique justement, c'est un peu le même truc, c'est-à-dire la surextension stratégique et l'endettement qui fait en sorte que ça s'effondre, la perte de cohésion interne qui fait que ça s'effondre. Il y a ça. La montée et la descente des grandes puissances. Et il y a le livre que j'ai mentionné dans le dernier web journal, Soft Power de Joe Nye. Ça, il y a aussi Le Clash des civilisations de Samuel Huntington qui sont comme parmi les gros livres de référence en relations internationales. Donc, qu'est-ce que le piège de Thucydide nous dit le Figaro international? Cette théorie américaine reprise par Xi Jinping, eh bien, il nous le dit ici. Donc, la citation exacte de Xi Jinping, c'était « La Chine et les États-Unis peuvent-ils surmonter le piège de Thucydide et instaurer un nouveau paradigme dans les relations internationales entre les grandes puissances? » Évidemment, la réponse est oui, parce que Trump a déjà commencé ça. Je l'explique depuis 2015, « Make America Great Again », là. C'est ça, c'est éviter le piège de Thucydide. C'est ça l'essentiel de Make America Great Again. On ramène les troupes à la maison. C'est pour ça que je dis que ça ne plaît pas à Israël, ça ne plaît pas
une certaine faction en Israël qui voudrait avoir les troupes américaines pour régler leurs problèmes dans la région. Trump dit non, Israël va s'entendre avec ses voisins, de sorte qu'on puisse retirer nos troupes pour éviter le piège de Thucydide, pour éviter le déclin des États-Unis, pour pouvoir Make America Great Again, on doit ramener les troupes. Je l'explique 1000 fois, là, c'est comme, pour pouvoir ramener les troupes, il faut qu'Israël soit en paix avec ses voisins. Okay? Et paradoxal, c'est intéressant parce que dans une entrevue, là je fais une parenthèse avec ça, là, dans une entrevue à 60 Minutes, que j'ai pas fait traduire par les soldats traductrices, j'étais comme trop coincé dans le temps aujourd'hui avec le problème de micro et tout, Netanyahou dit justement qu'il s'entend de mieux en mieux avec les voisins et puis que les pays arabes, au lieu d'être belliqueux face à Israël, veulent des ententes commerciales, etc. Et donc, on est dans 100% dans les accords d'Abraham et dans la normalisation des rapports entre Israël et ses voisins. C'est ça qu'on veut, hein? On ne veut pas un 21e siècle de pleurs, de larmes et d'enfants tués, et de guerres et de bombardements sans fin. On veut finalement la normalisation des rapports et un monde apaisé. Il me semble que c'est une super belle vision, ça. Salam, shalom, whatever, pour tout le monde. Et donc, je vous montre le clip, il n'est pas traduit, mais je vous montre Netanyahou qui dit qu'il s'entend de mieux en mieux avec ses voisins. En fait, que les voisins veulent des ententes commerciales devant le journaliste de 60 Minutes, incrédule. Mais c'est ça. C'est ça qu'on veut. Là, oubliez sa face de boucher, là, écoutez ce qu'il dit. I now see the possibility of the expansion and the deepening of the agreements we do have to alliances with Arab states of the kind that we never even dreamed of. There is concern rising. Donc, des alliances avec les pays arabes comme on n'aurait jamais pu l'imaginer. On est sur le bord d'entente avec les pays arabes comme on n'aurait jamais pu l'imaginer. Et ça, c'est grâce au leadership de Donald Trump. The Gulf monarchies that it will not allow and does not want Israel to exercise strategic dominance over the Middle East. So has any of this been jeopardized? I'm hearing different things. I'm hearing the fact from Arab countries, which I won't get into. All of them? No. But some of them, and I never heard that before, let's strengthen our alliance with Israel because. Donc, on entend, pas de tous les pays arabes, mais de beaucoup de pays arabes, on entend maintenant des choses qu'on n'a jamais entendues auparavant. C'est-à-dire qu'au lieu d'être belliqueux face à Israël, renforçons nos liens avec Israël. Ouais, donc, ça continue comme ça. Ça continue comme ça. C'est 1 minute. C'est un clip à 60 minutes et c'est très, très, très encourageant. Je veux dire, si on veut évidemment sortir de ça, sortir de la paix, sortir de c'est le discours de Riyad de Trump, n'est-ce pas? Donc, ce qu'on entend de la bouche de Netanyahou, Trump l'a annoncé il y a comme, c'est quoi, 1 an, lors de son discours de Riyad. On s'en va vers ça. Okay? Donc, c'est ça, le piège de Thucydide, c'était où, là? C'était ça. Donc, éviter le piège historique du conflit inévitable entre la puissance montante et la puissance déclinante. C'est un jeu à somme positive et coopération au lieu de conflit. OK? Donc, est-ce qu'on comprend qu'on s'en... Sauf, évidemment, tout le monde a bien compris, sauf Asselineau qui dit « Xi déclare suavement à Trump que la Chine va supplanter les États-Unis. » Et cacher une épée derrière un sourire. C'est tellement malhonnête intellectuellement. Là, François Asselineau fait que c'est des records. On va appeler le livre des records Guinness pour genre le plus grand nombre de sophismes en un tweet. C'est épouvantable. Sa position sur Trump est absolument épouvantable, alors que les États-Unis sont en train de quitter l'Allemagne, retirer les troupes, comme on le voudrait, que Trump est son allié principal contre les mondialistes, Starmer, Macron, etc. Il le voit. C'est incompréhensible. Sa malhonnêteté intellectuelle est absolument incompréhensible ici. Et donc, tout ça pour dire que ça nous amène en Europe à Starmer. Donc, Starmer qui considère, on nous dit ici, après les manifestations, montrons les manifestations. What a beautiful sight. Fully loaded. Look at that, people. It is insane. Absolutely insane up here. Donc, des dizaines de milliers de personnes. Il y a plusieurs, je suis tombé sur un clip, mais il y avait comme plusieurs clips qui montraient des vagues humaines, des marées humaines, ce qui a fait en sorte que, on a entendu sur le Daily Mail que, Dan Hodge dit, selon mes sources, des sources qui indiquent que Keir Starmer a décidé de se retirer, mais à ses conditions. Donc, finalement, il lâche le morceau.
Kirill Dmitriev l'avait prédit ici, donc exactement comme prédit, c'est-à-dire le 24 mars dernier, le tweet d'en bas, là, il cite un tweet, le tweet d'en bas, le 24 avril dernier, Kirill Dmitriev dit « Démission de mai pour Starmer ». Son cabinet et les députés travaillistes se retournent contre lui après une défaite catastrophique du Labour aux élections locales du 7 mai. Et là, le 7 mai, ça c'était... il avait prédit une défaite catastrophique pour Starmer aux élections municipales du 7 mai, et c'est exactement ce qui s'est passé. Où est-ce que je l'ai? Ici. Donc, le parti de Keir Starmer a subi une lourde défaite aux élections locales britanniques. Voici la suite. Tel que prédit par Kirill Dmitriev, et il avait dit qu'il allait... Est-ce qu'il a un looking glass? Est-ce que les Russes ont aussi un looking glass pour voir le futur? Ou... C'est comme un peu comme Isaac Asimov dans Fondation, c'est-à-dire que c'est pas des trucs magiques, c'est des mathématiques probabilistes tellement avancées qui sont capables de donner des pourcentages de 88, 89, 98% sur certains événements. Tu regardes les tendances et la compagnie d'investissement de la CIA, InQtel, avait investi justement dans des compagnies, je me rappelle, je l'avais cité là, des compagnies de prévision du futur et des compagnies informatiques de prévision du futur dont... il y en a un, c'est Abortable Futures, je ne me rappelle plus c'est quoi. Mais c'est peut-être, en tout cas, ils sont capables de faire des prédictions assez sur la coche, un peu comme Q, avec des deltas absolument invraisemblables. Et c'est ça, il avait dit, exactement comme prédit, Starmer démissionnera en mai. Les Patriotes l'ont fait, the Patriots did it. Et là, donc, il dit, les Patriotes l'ont fait, c'est des Patriotes comme Tommy Robinson, ce gars-là qui a fait de la prison à plein de reprises, qui se tient debout depuis plus de 20 ans, surtout sur l'immigration, sur les gangs de viol, disons-le, musulmans, là. Et la fermeture, le fait que les autorités ferment leurs yeux là-dessus. On en avait parlé dans ce web journal-là. Grande-Bretagne, quelle guerre civile? Hein? Ouais, ça, c'était à l'été 2024 où ces 3 fillettes avaient été poignardées par un immigrant et ça avait déclenché des émeutes et des clashs entre les Anglais de souche et les immigrants dans certaines régions. Ça, c'était en 2024. On sentait la guerre civile en Angleterre. C'était sous Keir Starmer. Et qu'est-ce qui s'est passé quand Trump est arrivé? Quand Trump est arrivé, et même un peu avant, et rappelez-vous le web journal Asymétrique ici, où est-ce que j'avais expliqué que Elon Musk était sorti et avait critiqué Keir Starmer sur les gangs de viol. Elon Musk attaque UK Prime Minister over Pakistani grooming gangs, les gangs de viol pakistanais qui ont violé des dizaines de milliers de jeunes filles anglaises, qui les ont prostituées, etc. Et donc, tu sais, c'était Starmer versus Musk. Et ce que j'avais expliqué dans Asymétrique, c'était que Musk, avec son compte à, c'est quoi ça, quelque chose comme 100 millions d'utilisateurs, ou c'est 200 millions de personnes qui le suivent sur X, faisait des commentaires sur Starmer, faisait des commentaires sur les enquêtes qui n'aboutissaient pas, etc. Et j'avais dit que, parce que à ce moment-là, Musk faisait partie de Doge, faisait partie du gouvernement américain, et c'était comme une espèce de joker, une carte libre, avec beaucoup de... Il y avait comment je pourrais dire, un rôle unique dans l'administration Trump. Et j'avais dit que Trump utilisait Elon Musk comme un outil de guerre asymétrique contre le gouvernement anglais. Parce qu'en braquant les projecteurs, les médias taisent les histoires. Hein. Et ce que Musk faisait, c'est qu'il braquait les projecteurs sur des histoires que la police taisait, que les médias taisaient, etc., etc. Et donc, c'était une forme de guerre asymétrique contre l'Angleterre, et ça a duré, c'est ça, ça a duré. Rappelez-vous, Elon Musk a par la suite appuyé le Reform de Nigel Farage. Tuesday Briefing, What Reform UK Might Get from Elon Musk, 100 Millions. Donc, il avait appuyé le parti Reform de Nigel Farage, qui était le parti initial du Brexit, mais finalement, il s'était rangé du côté de Britain, Restore Britain, qui était encore plus dur sur l'immigration, comme il s'est rangé du côté de l'AfD en Allemagne, un parti comme contre l'immigration, et c'est pas un parti d'extrême droite. Si vous regardez la plateforme de l'AfD, c'est un parti de gauche. Okay? C'est juste qu'il y a la position immigrationniste par défaut, par exemple.
Avant les années 2000. Avant les années 2000, tout le monde était d'accord sur l'immigration. C'était au grain de sel. C'était pas tant que ça. Puis c'était comme... Jusqu'à temps qu'on ait comme les Merkel, les Trudeau, les Cameron, etc., qui ont ouvert les frontières. Et puis, ça a été une catastrophe depuis. Mais tout ça pour dire qu'Elon Musk était... c'est ça, participait à cette guerre asymétrique contre l'Angleterre. Ils ont beaucoup insisté sur l'Angleterre et il y a tout de suite la question de la censure sur les réseaux sociaux parce que l'objectif des patriotes, c'était une guerre asymétrique, une guerre asymétrique qui menait à une révolution colorée. Et c'est ça qu'on a vu, là, c'est-à-dire, c'est la même chose qu'on a vu durant le printemps arabe et d'autres révolutions colorées, c'est-à-dire qu'on présente Keir Starmer comme un dictateur et il y a une révolution populaire qui se débarrasse du dictateur et ça passe par les réseaux sociaux. Quels réseaux sociaux? Twitter, X, Facebook, etc., etc. Et c'est pour ça qu'en Europe, c'est ce que j'expliquais en début de Web Journal, les gouvernements d'Europe de l'Ouest, Macron, etc., censurent les réseaux sociaux américains parce qu'ils savent qu'à travers les réseaux sociaux, les États-Unis opèrent des révolutions colorées, veulent donner la voix au peuple contre les dictateurs qui les gouvernent. Mais ça, Asselineau n'a comme pas compris ça, là. Et que la révolution, pour se débarrasser des gens comme Starmer, Macron, etc., Macron, il lui reste quoi, 1 an, là? Pour se débarrasser de ces gens-là, ils ne feront peut-être pas une révolution colorée contre Macron parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, comme dit Trump, là. Passe par les réseaux sociaux. Et donc, rappelez-vous ici, donc, tu vois ici, et c'est pour ça qu'on veut censurer, puis qu'il y a toutes sortes d'initiatives pour Bernock promettre que les conservateurs instaureraient une interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans, etc., etc. Il y a aussi ici, Trump annulé l'accord commercial avec le Royaume-Uni en raison d'un conflit sur l'intelligence artificielle, mais c'était sur la sécurité en ligne, encore une fois, l'identification et la sécurité en ligne. Ils veulent instaurer ça, l'Europe de l'Ouest, là, une espèce d'identité numérique. Et les États-Unis combattent ça. Les États-Unis ont un intérêt de révolution colorée contre les mondialistes d'Europe. Ils n'ont pas compris ça en Europe, là. Il y a beaucoup de personnes en dissidence qui n'ont pas compris ça et ils font ça par les réseaux sociaux. Et les Européens combattent les réseaux sociaux et la liberté d'expression en ligne parce qu'ils veulent se maintenir au pouvoir. C'est un processus ils combattent la tentative de révolution colorée américaine. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Donc, le premier ministre Starmer a déclaré lors d'une réunion du cabinet qu'il entendait rester à la tête du gouvernement. Ça, c'était il y a 5 ou 6 jours, jusqu'à temps qu'après la manifestation de cette fois-ci, là, qu'il ait décidé de potentiellement démissionner. 4 ministres démissionnent alors que la pression s'accentue sur Starmer pour qu'il quitte le pouvoir. Et ça se passe par la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Non. Ce qu'on a vu hier, qui mène à la potentielle démission de Starmer, c'est la conclusion, le résultat d'une entreprise de révolution colorée soft entre patriotes versus mondialistes qui a été initiée par Elon Musk, lorsque Trump est arrivé au pouvoir, il a commencé à attaquer directement Starmer. Et là, vous voyez la démission, c'est le résultat de ça. OK? Voilà. OK? Et maintenant, on va terminer avec ça ici. Ça fait déjà 50 minutes. Mais c'est ce que j'expliquais en début de Web Journal. Donc, les gens disaient « Ah, il ne s'est rien passé avec les arrestations de Fauci. Le 11 mai, c'était la date prescrite, blablabla. » Et il y a aussi la question du pardon et tout ça. Mais là, il y a ce lanceur d'alerte qui est apparu devant le Congrès et qui a... on va nous épargner les clips, les multiples clips que vous avez sûrement vus de toute façon sur... mais il a expliqué finalement que le virus, que les gens savaient que le virus venait du laboratoire de Wuhan, mais que ça a été délibérément, de façon complètement intentionnelle, occulté par Anthony Fauci. Et quand la CIA est arrivée dans les bureaux de la santé publique aux États-Unis, Fauci les a menés en bateau et a demandé à ce que les chercheurs mentent. Et donc, il dit que tout ça est intentionnel. Et donc, c'est ce que je vous expliquais, le Web Journal dernier. Les gens disaient, Alexis, ouais, c'est demain le 11, Fauci, il n'y aura pas d'accusation. Je disais, non, il n'y aura pas d'accusation. Vaut mieux qu'il y ait des accusations autres qu'avoir menti au Congrès. Vaut mieux que ce soit des accusations de haute trahison, n'est-ce pas? C'est ce que je disais la semaine dernière. Et là, ce que les affirmations de ce lanceur d'alerte-là montrent,
c'est que Fauci était une des pièces maîtresses de la tentative de coup d'État contre Trump. On en a parlé de la tentative de coup d'État, révolution colorée aux États-Unis, contre Trump avec la prise du Capitole, etc. On fait passer ça sur les patriotes. Finalement, c'était les antifas et les... et donc, et en partie, ouais, des agences de renseignement qui voulaient se débarrasser de Trump, mais... et donc, Fauci est une pièce maîtresse de cette révolution colorée-là contre Trump. Et là, encore une fois, c'est haute trahison. Et il ne semble pas que le département de la justice soit importuné par le fait que Fauci ait reçu un pardon, parce que il faudrait que je revérifie, mais à l'époque où on avait donné le pardon à Fauci, il me semblait que j'avais fait les recherches et puis que le pardon ne s'appliquait pas pour les cas de haute trahison. Et donc, tu sais, Fauci a menti devant le Congrès. OK, il y a un pardon pour ça. Il a déjà reçu un pardon pour ça, pour avoir menti devant le Congrès. Quand Joe Biden est parti, il y avait déjà un pardon. Ça ne servait à rien, le 11 mai, ça ne servait à rien de faire des accusations parce que Fauci avait déjà reçu un pardon pour tous ces mensonges de la part de whatever Joe Biden. Okay? Si l'autopeine, encore une fois, n'est pas challengée, mais même si l'autopeine n'est pas challengée, le truc, c'est que pour haute trahison, pour avoir tenté de destituer un président dûment élu, il n'y a pas de pardon possible. Ça ne s'applique pas. Je l'avais montré à l'époque. Et donc, que ça, c'est la voie que tu veux utiliser, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que j'expliquais au dernier webjournal et c'est ce que ce lanceur d'alerte-là arrive. Il dit donc que c'était intentionnel, Fauci fait partie du coup, etc. Le ministère de la Justice envisage de nouvelles poursuites pénales contre le Dr Anthony Fauci, malgré la grâce présidentielle accordée automatiquement par Biden et les prescriptions acquises. Ça veut dire que c'est probablement, si c'est malgré, c'est probablement parce que c'est une question de haute trahison. Whistleblower, Fauci steered CIA away from lab leak expert. La CIA est venue savoir qu'est-ce qui se passait avec ce truc-là et Fauci a dit non, allez regarder ailleurs. Ça n'a rien à voir avec... la fuite dans le laboratoire, c'est le pangolin, n'est-ce pas? Parce qu'il voulait destituer Trump. Okay? Donc, c'est exactement comme, je l'expliquais en début de webjournal, le rapport Durham qui est tombé un peu à l'eau, puis là, les gens disaient ah, « il ne se passera rien », puis là, tout d'un coup, Tulsi Gabbard nous sort les preuves irréfutable de la trahison de Barack Obama parce qu'ils ont découvert une nouvelle cache de trucs. Okay? Donc, vous comprenez, c'est un peu le même pattern. Il y a un truc qui tombe à l'eau, mais on arrive à quelque chose de beaucoup plus fort. Okay? Donc, je pense qu'on va laisser ça ici. Donc, c'est ça. Il y a eu cette nouvelle, du fait que la CIA avait perquisitionné les bureaux du DNI, Director of National Intelligence, de Tulsi Gabbard. Et donc ça fait partie de... Quand cette nouvelle-là est sortie, ça faisait partie de cette guerre à l'intérieur des institutions, hein, et du fait aussi que... Mais là, on nous dit... Donc, normalement, ça aurait jeté le discrédit sur la CIA, mais ça a fait comme pas mal de bruit quand c'est arrivé il y a 2 semaines. Mais là, on nous dit... Question clé après le démenti du directeur du renseignement national concernant une perquisition de la CIA. Il dit non, il n'y a pas eu de perquisition, etc., etc. Mais ça n'a pas empêché Mike Flynn, que nous saluons, comme à tous les webjournaux, que nous respectons beaucoup. Vous le savez, on parle de Mike Flynn presque à tous les webjournaux. Il y a des gens qui nous accusent de ça, là. On le défend contre Stanislas Berton. Nous sommes d'excellents soldats digitaux. Nous avons un respect absolu pour Mike Flynn. Et chaque fois que quelqu'un parle en mal de Mike Flynn, je le bloque. Il y a des gens qui essaient de me faire passer pour quelqu'un qui déteste Mike Flynn. Alors que, genre, je l'ai... En tout cas, whatever. Et donc, Mike Flynn qui dit ici, « Pouvons-nous encore réduire la CIA en 1000 morceaux? » Ça, c'est une phrase de JFK qui disait que le problème aux États-Unis, c'était la CIA qui avait métastasé puis qui était hors contrôle, qui avait plus de supervision du Congrès sur la CIA. Et JFK a dit il faudrait démanteler, casser la CIA en 1000 morceaux. Il avait été assassiné quelques semaines après. Et là, ici, Flynn qui dit la même chose. Et c'est un thème récurrent, la refonte des agences de renseignement. À la fin du mandat de Trump, la CIA va fort probablement avoir été refonte, réorganisée,
dans une nouvelle agence de renseignement. Peut-être pas maintenant, là, peut-être pas avant les élections de mi-mandat, mais dans la deuxième partie de son mandat, c'est probablement ce qui va se passer parce qu'ils n'ont pas arrêté d'enlever des morceaux à la CIA. Ils ont enlevé les opérations spéciales à la CIA, on en avait parlé en 2020. Ils ont enlevé le contrôle satellitaire à la CIA. Ils ont mis des personnes à la retraite. Tu sais, ça fait partie du... Quand ils ont coupé le USAID, ils ont mis des gens de la CIA à la retraite. Il y a un programme de mise à la retraite prématurée, etc., etc. L'objectif, c'est de faire disparaître ou de reformer complètement la CIA. Et ça fait partie de ça, ce genre de nouvelles-là. C'était peut-être une infox pour mal faire paraître la CIA et demander, encore une fois, à son démantèlement. Voilà. Donc, on va terminer avec ça ici, finalement. Hein, le Jour national de la prière, aujourd'hui, les États-Unis qui sont l'administration Trump de son deuxième mandat, qui est je veux juste encore une fois, parce que, encore une fois, la charge contre Trump vient surtout des chrétiens en France. Les chrétiens, les cathos qui ne comprennent pas et qui attaquent Trump. Il y a juste rappeler qu'ils disent qu'il est contrôlé par les Israël, etc. On a démantelé complètement cet argument-là. C'était quel web journal? C'est il y a 2 semaines, là? Bon, c'est le web journal avant Carl Zero, là. C'est l'autre. C'est quel web journal? Non, c'était La Colombe de Tel Aviv, voilà. Donc, on a démantelé complètement cette idée-là. Je pense que, si vous voulez, comme des arguments sur Trump contrôlé ou non par Israël, par Netanyahou, là, alors qu'il retire les troupes de la région, etc. Mais donc, il y a des gens qui croient dur comme fer là-bas, en Europe. Et je voulais juste mentionner encore une fois qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire des États-Unis une administration aussi chrétienne que ça, ouvertement chrétienne. Et les démocrates s'en plaignent beaucoup en disant, genre, la religion n'a rien, ils ont le principe laïque de la religion, on devrait être un pays neutre, la religion n'a rien à voir avec l'administration de l'État, blablabla. Or, c'est une... j'avais montré les tweets du département du travail. C'était comme genre autour de Noël, là, c'était One Nation Under God, et puis c'était partout. Là, c'est un message de Marco Rubio qui dit, c'est un message de 4 minutes. Je l'avais à quelque part ici, mais je ne l'ai pas. J'ai comme des fois, oui, c'est ça, je l'ai. OK, allons-y avec... Mais je vais juste montrer quelques extrêmes, ça vous donne le ton. Il dit, les États-Unis sont une nation chrétienne, ça a été fondé par des personnes qui priaient Dieu, etc. C'est un message extrêmement chrétien. C'est préoccupant pour les gens qui sont laïcs, mais c'est la réalité de l'administration Trump. On this day, 2.5 centuries ago, our forefathers gathered for the second time in as many years for a national day of fasting and prayer. The resolution of the Continental Congress called on the 13 colonies to humble themselves in preparation for the coming war. The founders were not naive men. They had no guarantees of victory. They knew God. This is who we are. It is who we have always been. America is still a young nation measured against the record of history. And from the beginning, we have carried the belief that our country represents something new in the world. But the soul of our nation has always been rooted in an ancient faith. C'est la prière avec le drapeau. C'est la Bible avec le drapeau américain. C'est la Constitution américaine avec la Bible. C'est ça le thème. Il ramène ça. Et là, ici, on a le président Donald Trump qui dit aussi que si le gouvernement du Niger ne continue à laisser les chrétiens se faire massacrer, qu'il va y avoir une opération militaire contre... les organisations islamiques terroristes là-bas, et Pete Hegseth qui dit « Oui, nous sommes prêts, Monsieur le Président, un jour national de la prière, etc. etc. » Et ce sont les ministères, ce sont les départements qui sont ouvertement chrétiens. Il y a 250 ans, jour pour jour, nos ancêtres se sont réunis pour une journée nationale de jeûne et de prière. Aujourd'hui, il y a 250 ans, donc ça fait partie des fêtes du 250e, et ils raffirment leur foi. Il n'y a aucun, encore une fois, les chrétiens en Europe qui critiquent les États-Unis prierait le bon Dieu pour avoir quelqu'un comme ça à la tête de la France. Imaginez, c'est inconcevable dans la République
maçonnique, laïque, là, ce genre de truc-là. Ils auraient les larmes aux yeux, mais Trump, c'est l'ennemi. C'est comme ils ne comprennent pas. Et ça vient avec aussi un gigantesque retour de la foi aux États-Unis. On a montré les chiffres. Partout chez les jeunes, il y a comme un retour dans les églises, un retour de la foi, etc., etc. Et donc, c'est énorme parce que c'est un pays qui est... C'était un peu devenu comme Sodome et Gomorrhe, les États-Unis, et puis c'est le pays de la porno et de la décadence et de n'importe quoi, finalement. Et là, ils sont en train de retourner complètement ce bateau. Et donc, c'est comme quand Poutine est arrivé à la tête de la Russie, il a ramené la foi chrétienne, il a fait des déclarations publiques, il est allé dans les églises orthodoxes, il a montré, et il y a eu un retour de la foi en Russie. Nonobstant Pierre Hillard qui dit que c'est pas possible parce que les États-Unis ont été fondés sur un truc maçonnique et donc il ne peut pas y avoir rien de bon qui sort de là, c'est comme... Nonobstant ce genre de conception-là, il y a énormément de chrétiens aux États-Unis et le pays est en train de se retourner. Voilà. Alors c'est ça, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Je vais juste vous montrer autre chose avant de se quitter. Rappelez-vous, dans le Web Journal, la psychologie inversée, je vous avais montré un clip de Trump qui disait que nous allons faire le contraire de ce que nos ennemis veulent. Nous allons dire le contraire de ce que nous voulons, comme ça ils vont l'accepter. Il y avait un clip où ce que Trump révélait son truc de psychologie, son tour de passe-passe de psychologie inversée qu'on explique à Radio-Québec depuis 8 ans. Eh bien, il l'a refait cette semaine. Il y avait un truc sur l'éducation, une conférence de presse, je pense, sur l'éducation. Et il a dit encore une fois, c'est parce qu'il y a des gens qui n'avaient pas encore compris après le Web Journal de Radio-Québec le truc de psychologie inversée dans le genre « Ah, nous avons perdu au détroit d'Ormuz, nous sommes pris dans... nos alliés n'ont pas voulu nous aider. » Et là, tu retires les troupes, tu « Make America Great Again », tu retires les troupes, puis nous avons perdu... Le détroit est bloqué. Les USA, qu'est-ce qu'ils disent, les Européens, là? Les USA sont pris au piège dans les détroits d'Ormuz et ne savent pas comment s'en sortir, alors que Trump vend son pétrole. L'Iran, le robinet est fermé, le détroit d'Ormuz, le robinet est fermé, puis les États-Unis, les exportations des États-Unis explosent. Mais les Européens nous disent que les États-Unis sont pris, sont empêtrés et ne savent pas comment sortir du détroit d'Ormuz. En ce qui concerne Trump, il pourrait rester fermé pendant une autre année. Je ne sais pas si vous comprenez, là. C'est lui qui vend le pétrole maintenant. C'est le boss. Non. Ça, c'est la psychologie inversée. Nous avons perdu, mais en fait, tu vends ton pétrole. Ils ne comprennent pas ça. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il fait un autre clip de psychologie. Pour ceux qui n'avaient pas compris, ils ont refait un clip. Well, they suffer from Trump derangement syndrome, to be honest. They don't even know what they're looking at. They can't even see straight. But I have a new way out. I'm going to propose something the opposite of what I want, and we will have massive amounts of legislation. No, just all I have to do is say, we will not build the wall. And they'll as an diabolic. Alors, la stratégie, c'est de dire, we will not build the wall. Puis si tu dis, nous ne voulons pas un mur, nous ne voulons pas un mur à la frontière. Les démocrates vont dire, oui, nous avons besoin d'un mur. Et c'est comme, nous avons perdu dans le détroit d'Ormuz, les Alliés nous ont abandonnés. Voilà. Et donc, pour ceux qui n'avaient pas compris, c'est encore une fois très clair. Et après ça, c'est ce qu'on a montré là, c'est ce qu'on appelle, ce qu'on fait à Radio-Québec, l'activité principale de Radio-Québec, c'est de la reconnaissance d'un pattern. De la modélisation. On regarde les récurrences, on fait comme c'est du rationalisme platonicien. On regarde les formes éternelles, on pourrait dire. On regarde les invariants de la politique de Trump depuis 8 ans. Les invariants. Donc, on reconnaît les modèles. C'est ce qu'on a. Les modèles, on les a même modélisés dans le cas de Trump. Et donc, là, j'ai un clip d'Anthony Robbins. Vous connaissez peut-être Anthony Robbins, c'est le conférencier motivateur. C'est un gars qui a comme une influence énorme aux États-Unis. Et il est passé cette semaine au Patrick Bet-David podcast et il a expliqué justement l'importance de la reconnaissance des patterns. Et parce que, je veux dire, en quelque chose comme 30 secondes, on comprend pourquoi, quand on lit les commentaires des gens sur Radio-Québec,
sais, les commentaires qui disent c'est clair avec toi et on n'a plus peur, on n'a plus, on comprend et donc on voit les modèles et ça calme et il dit exactement la même chose. Quand tu comprends les modèles, les patterns, tu sais où est-ce que ça s'en va et la peur disparaît. Donc, je vous montre le clip. C'est en anglais, encore une fois. J'ai pas eu le temps, les soldats traductrices. Normalement, je suis là, j'avais des problèmes de micro. Mais je mettrai le clip. Je pense qu'il est traduit. Oui, c'est vrai, il est traduit par, comment ça s'appelle, le Black Pond TV. Et donc, Anthony Robbins. The patterns in businesses. It's all patterns, as you know, Patrick. Like, if anyone listening wants to say, okay, the world seems uncertain. And yeah, I have 5 kids and 5 grandkids. So I have a 50-year-old daughter and I have a 3.5-year-old daughter because 3 of my kids I adopted. It's like we go in cycles. So when you recognize a pattern, you no longer react. It's like losers react, leaders anticipate. Anticipation is power. So when you know the pattern, and that's what makes anybody great, they see the pattern. But what makes them really great is the second skill when you learn to use the patterns. So if you and I look at anybody, you see somebody that's great in investing, and I've interviewed 50 of more than 50 of the very best in the world. The Ray Dalia's, the Carl Icahn. Il dit, c'est ça. La première étape, c'est de voir les patterns, d'être capable d'anticiper les patterns, de voir la modélisation, de voir les récurrences, de voir les invariants, de voir les codes, le code de la réalité, voir comment ça fonctionne. Et après ça, l'étape numéro 2, c'est de l'utiliser à son avantage, d'être capable de se servir des patterns. Je ne veux pas dire manipuler, mais de se servir des patterns. Par exemple, quand tu sais que les Canadiens vont réagir comme des fous, ils vont perdre complètement les pédales en entendant que tu veux envahir le Canada et faire du Canada le 51e État, tu connais le mode manuel d'opération du camp adverse. Tu connais les patterns. C'est ça aussi la psychologie inversée. Quand tu connais les patterns, tu es capable de te servir des patterns. Et donc, Trump, il y a des patterns. Nous, on explique les patterns de Trump, mais Trump aussi connaît les patterns, les modèles, les schémas de ses adversaires et sait comment s'en servir. Et donc, ça, on propose à Radio-Québec, on propose de l'intelligence, de la reconnaissance de patterns et non pas des trucs, de Trump s'est empêtré dans le détroit d'Ormuz et puis la Chine se moque de Trump. Non, évidemment, ça ne convient pas à tout le monde. Il y a des gens qui veulent croire dur comme fer que Trump ci ou que Xi ça. Et puis mais regardez les patterns. Et ça, donc, on fait le pari de l'intelligence. Je pense que c'est toujours gagnant. Les médias, je pense, je l'ai déjà expliqué ça, les médias font le pari de la stupidité de leur auditoire. Et nous, on se fait rentrer dedans. Quand on explique des trucs du billard à 2-3 bandes, la Barbie du web n'est pas contente. Mais on fait le pari de l'intelligence de notre auditoire. Et notre objectif, c'est de montrer les patterns. Puis éventuellement, vous êtes capable, les gens nous le disent, vous êtes capable vous-même de reconnaître les patterns. Vous n'avez plus besoin de Radio-Québec. Je le lis souvent dans les commentaires, les gens qui me disent j'ai appris je suis capable d'anticiper, de voir. C'est ça, c'est l'objectif final. L'objectif, c'est qu'on soit plus utile. Voilà, donc on va remercier ceux qui ont fait une contribution au Web Journal de Radio-Québec, ceux qui nous permettent de sortir cette connaissance-là, de sortir cette vision-là, de sortir cette méthode-là, de faire sortir cette méthode-là et de la faire se répandre aux 4 coins du monde, parce qu'on est écouté sur les 5 continents. On salue tout le monde outre-mer, en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud. Et donc, ça, c'est grâce au moins de 1% qui nous maintiennent hors de l'eau, là, c'est comme un don que ces gens-là font. Pour le reste, ils prennent sur leurs épaules le fardeau de la transmission. Moi, je produis, mais les autres nous supportent. Et donc, il y a des façons de le faire. Si vous voulez faire partie du moins de 1%, le fameux le 1% d'or, on pourrait dire, le golden 1%, par la poste, il y a comme différentes façons de le faire. Par Interact, c'est que les gens connaissent un peu les trucs. Il y a comme... Et aussi par carte sur le site, voilà. Traduit comment? Pattern, c'est pattern.
c'est un modèle ou un schéma. Et la modélisation, schématiser, modéliser, voir les régularités. C'est toujours telle chose qui revient, il y a toujours, et donc c'est un modèle, c'est un schéma qui revient. Donc comment dire, les événements changent, mais le modèle est toujours le même. Et l'erreur de beaucoup d'analystes, c'est de tomber dans l'événementiel sans voir le modèle, sans voir le schéma. Voilà, c'est ce qu'on a pour vous. C'est la distinction Radio-Québec. Est-ce qu'on peut s'entendre là-dessus? Les schémas répétitifs, c'est ça. C'est la distinction Radio-Québec. On n'est pas dans l'événementiel, on est dans les régularités. Et ça nous permet, comme le dit Anthony Robbins, d'anticiper. Okay? De dire, il va se passer ça. Tu sais, des fois, tu dis, genre, Alexis, il a comme assez raison à l'avance. Tu sais, des fois, il dit, genre, des choses et ça se réalise. Ben, c'est parce qu'on a vu les modèles. On va pas se lancer trop de fleurs. Là. Les gens, ils disent, il faut que tu restes humble. Ouais, okay. Merci donc au 1% d'or pour le 99% qui dort. Non, c'est chacun selon ses capacités. Voilà. Allez, on se donne rendez-vous. Je suis désolé pour le micro, je vais essayer de régler ça. Si ça ne fonctionne pas cette semaine, je vais vous arriver avec un nouveau micro. Ça sera peut-être un micro stable. Et puis, voilà. On se donne rendez-vous. Poutine à Pékin, j'en ai parlé en début de Web Journal, justement. C'est juste après Trump. Donc, c'est vraiment les portes coulissantes. Là. Ils sont en train de réorganiser le monde. Voilà. Allez! Salut la gang. On se donne rendez-vous dimanche prochain, peut-être avec un nouveau micro pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Ciao!